living in a world where people care for one another, and the importance of feeling connected that are founded in the earliest years of our lives. Le chagrin pesait lourd dans l'air lorsque deux des femmes les plus posées de la famille royale, Catherine et la princesse Anne, ont endossé des rôles que peu de gens auraient pu imaginer. Mais c'est la suite qui a bouleversé le monde entier. Dans un moment profondément personnel et historiquement symbolique, le roi Guillaume a choisi son tout premier acte public, laissant la nation sans voix. Pourquoi ce geste particulier? Et que révèle-t-il de l'homme qu'il est en train de devenir monarque? La force de Catherine et d'Anne suffira-t-elle à soutenir la famille royale dans une période de douleur si visible? Rejoignez-nous pour découvrir la signification des débuts puissants de Guillaume en tant que roi, qui ont stupéfié tout le monde. Les adieux à Windsor. Alors que les dernières notes de l'hymne national résonnaient sur les pierres anciennes du château, un silence profond s'installa dans la foule. Les funérailles du roi Charles III étaient terminées. Et avec elles, toute une époque. Au-dessus du château, l'Union Jack flottait doucement en berne, rappelant solennellement que la Grande-Bretagne avait perdu plus qu'un monarque. Mais quelque chose d'autre s'agitait sous la surface. La famille royale, souvent scrutée et parfois divisée, restait unie et déterminée. La princesse Anne menait le cortège, marchant avec la force d'une personne née pour le devoir et façonnée par des décennies de service. Juste derrière, elle se trouvait Catherine, la princesse de Galles. Et tandis qu'Anne perpétuait les traditions ancestrales, Catherine équilibrait les émotions. Son regard se déplaçait rarement, mais lorsqu'il le faisait, il se posait délicatement, ancrant l'espace autour d'elle. Et puis il y avait Guillaume, non plus simplement l'héritier, mais désormais le roi Guillaume P. Il accomplissait les rituels avec une gravité à la fois héritée et méritée. Et lorsqu'il accueillit les dirigeants mondiaux, Nola Ryder, seulement une confiance solennelle. Pourtant, quelque chose rendait ces funérailles différentes. Peut-être était-ce la précision de chacun de leurs pas et de chacun de leurs regards. Mais il était clair qu'il ne s'agissait pas d'une famille qui se désintégrait sous le poids de la perte, mais d'une famille qui avançait ensemble. Et des sources bien informées ont discrètement confirmé que cette démonstration d'unité n'était pas fortuite. À l'abbaye de Westminster, pendant la cérémonie funèbre de sa mère, un invité a observé le roi Charles au bord des larmes tandis que des cornemusets jouaient et que des mélodies comme le psaume 42 résonnaient. Le nouveau roi n'était pas étranger à la fonction publique. Pourtant, dans ses pauses musicales, son chagrin profond transparaissait. Il comprenait le langage du deuil et, grâce aux coordonnées de ses funérailles, il avait préparé sa famille à le transmettre avec grâce. L'harmonie observée à Windsor était le fruit d'années de préparation. Charles, souvent incompris, avait passé son règne à tisser des liens invisibles à travers des causes communes, de longues conversations et des rappels privés du devoir. Il fortifia ses enfants non pas par des ordres, mais par de douces leçons, les exhortant à être présents quand cela comptait, ensemble. Il y eut un bref instant où Anne s'attarda près de son cercueil plus longtemps que le protocole ne l'exigeait. À un autre moment, les doigts de Catherine se crispèrent sur un mouchoir tandis que le chœur chantait. Et lorsque William leva brièvement les yeux vers le ciel pendant la bénédiction finale, cet instant fut plus éloquent que n'importe quel discours. Ces gestes n'avaient pas besoin d'être grandioses. Ils témoignaient d'une tristesse sincère et profonde. Partout dans le pays, les villes marquèrent une pause. Les gens observaient en silence ou pleuraient dans les églises, les parcs et les salons. Tous partageaient la conscience collective que quelque chose de vraiment important s'était terminé et que quelque chose de nouveau commençait, qu'il soit prêt ou non. Étrangement, ils n'avaient pas l'impression que quelque chose s'effondrait. Au contraire, on avait l'impression que les trois pionniers de la monarchie, Anne, Catherine et Guillaume, maintenaient une cohésion intentionnelle et minutieuse. Aucun d'eux ne dominait l'instant, mais chacun incarnait quelque chose d'essentiel. Tandis qu'Anne faisait preuve d'un sens du devoir inébranlable et que Catherine faisait preuve de grâce sous la pression, Guillaume exerçait une autorité sereine, déjà prêt à diriger. Ce jour-là, le monde fut témoin du dernier écho du règne de Charles, non seulement dans la tradition ou les hommages, mais aussi dans la manière dont ses proches se montrèrent présents au moment le plus important. Ils ne se contentèrent pas de le pleurer, ils honorèrent la manière dont il les avait préparés. Et tandis que l'hymne s'éteignait et que la nation exhalait à l'unisson, une vérité persistait. Cette famille royale avait changé, non seulement parce qu'elle avait perdu son roi, mais parce qu'il avait déjà soigneusement façonné la suite. Mais comment la famille royale aurait-elle pu se préparer à ce moment et à l'avenir sans Charles? La main invisible de Charles.
Derrière la force publique affichée à Windsor se cachait bien plus qu'un simple protocole. L'unité parfaite entre la princesse Anne, Catherine et William lors des funérailles n'était pas improvisée. C'était une préparation. C'était l'aboutissement d'une mission que Charles avait accomplie tout au long de sa vie d'adulte, afin de préserver l'unité de sa famille pour l'amour et la survie. Charles comprenait mieux que quiconque que la monarchie n'est pas seulement une institution, mais une affaire de famille. Et comme toute entreprise fragile, sa prospérité ou son effondrement repose sur l'unité de ses membres. Il avait vu de ses propres yeux comment la discorde pouvait anéantir des décennies de bonne volonté publique. Il avait vu ses parents lutter pour concilier tradition et liens, surtout lorsque la distance affective était perçue comme une convenance royale. Et il savait que la loyauté du public pouvait vaciller tout aussi rapidement sans loyauté affective envers la couronne. Il prit donc une voie différente. Là où la reine Élisabeth entretenait une certaine mystique, Charles s'efforça d'être plus accessible à ses enfants, à ses frères et sœurs, et même aux membres de la famille royale élargie. Il organisait des réunions familiales plus restreintes où le rang importait moins. Il invita William et Harry à l'accompagner lors de visites caritatives, non seulement pour des séances photos, mais aussi pour partager des expériences. Et même si certaines de ces initiatives n'eurent pas toujours de succès, comme en témoigne la distance qui les séparait, elles insufflèrent une dimension importante à la vision de William du leadership. Un assistant du palais se souvint que Charles n'était jamais à l'aise avec la confrontation, mais qu'il était toujours déterminé à établir des liens. Il ne bousculait pas les gens, disait l'assistant, mais il prenait des nouvelles discrètement, encore et encore. Il avait une façon de maintenir le cercle soudé, en douceur. Cette même douceur témoignait de son partage des responsabilités, surtout avec Anne. Les deux hommes avaient toujours été proches, peut-être plus que la plupart des frères et sœurs du cabinet. Charles admirait la franchise d'Anne, son refus de rechercher la gloire et sa remarquable constance dans l'accomplissement de tâches que beaucoup auraient jugées ingrates. En retour, Anne respectait la vision de Charles. Lorsqu'il commença à discuter plus en détail de la succession et de l'héritage après le décès de la reine Élisabeth, c'est sur Anne qu'il s'appuya pour transmettre le message de continuité. Selon certaines sources, Charles différait souvent le jugement d'Anne sur des questions familiales sensibles lors de réunions privées. Il la considérait comme la boussole morale de la monarchie, celle qui pouvait dire les vérités dures sans provoquer de conflits inutiles. Ce lien de confiance devint crucial durant la dernière année de son règne, lorsque sa santé commença, semble-t-il, à décliner. Anne assuma discrètement des rôles logistiques plus importants. En coulisses, sans cérémonie ni annonce, coordonnant les apparitions et aidant à guider les jeunes membres de la famille royale lors de leurs engagements. Catherine, elle aussi, fut mise très tôt dans la confidence de Charles. Bien que beaucoup, à l'extérieur du palais, se focalisent sur la reine consort, Charles voyait en Catherine la future stabilisatrice de la couronne, non seulement en raison de son mariage avec Guillaume, mais aussi de son tempérament. Catherine, comme Charles, avait un profond respect pour la tradition, mais elle ne laissa jamais ce respect se transformer en froideur. Elle savait décrypter une pièce et rester immobile et silencieuse. On raconte que lors de leur dernière rencontre privée avant que sa santé ne se détériore, Charles remercia Catherine non pas pour son image publique, mais pour avoir su maintenir le ton de la monarchie. Pour Charles, le ton était primordial. Il passa également des années à préparer Guillaume à une royauté bien différente. Charles n'a jamais poussé William à lui ressembler. Il prenait souvent du recul, permettant à William de développer sa voix et son influence, notamment sur les questions de santé mentale, de sans-abrisme et, plus tard, de protection de l'environnement. Charles s'est plutôt attaché à enseigner par la proximité. Il invita William à observer les négociations avec le Parlement, à participer à des réunions avec des chefs religieux et à assister à des dîners diplomatiques non télévisés, mais profondément symboliques. Il ne s'agissait pas d'être sous les feux des projecteurs, mais de gérer le pouvoir. Et même avec Harry, malgré la douloureuse distance de ces dernières années, Charles ne l'a jamais complètement lâché. Des sources affirment que Charles continuait d'envoyer des mots manuscrits et des invitations chaque Noël, même lorsqu'il restait sans réponse. Non pas parce qu'il espérait une réconciliation du jour au lendemain, mais parce qu'il croyait que même les liens tendus ne devaient pas être rompus. Il y a toujours un chemin de retour, aurait dit Charles, même si ce n'est pas à moi de le parcourir. C'était la philosophie que Charles a insufflée à tous les aspects de la monarchie, la conviction que, quelle que soit la valeur cérémonielle de leur titre,
La véritable force de la famille royale résidait dans leur relation. Ils comprenaient que ce que le monde voyait à Windsor, l'équilibre et l'unité, devait être construit bien avant le deuil. C'est pourquoi le cortège ne s'est pas effondré. C'est pourquoi Anne semblait calme, Catherine imperturbable, et Guillaume, bien que visiblement changé, ne semblait pas incertain. Charles ne les a pas seulement préparés au devoir, il les a préparés l'un à l'autre. Mais pour le fils qui portera sa couronne, Charles l'a-t-il suffisamment préparé? La couronne la plus lourde. Peu importe la préparation, rien ne vous prépare vraiment à la perte d'un parent, surtout quand ce parent est le roi. La mort du roi Charles III ne fut pas seulement une perte personnelle pour le prince William. Ce fut une perte pour la monarchie tout entière. Et à cet instant, tout a basculé. Lorsqu'un fils devenait monarque, un père de famille devenait le visage d'une nation. Et le poids de l'héritage, du devoir et de l'histoire pesait lourdement sur ses épaules. Ceux qui connaissent William disent qu'il paraissait abasourdi les jours qui ont suivi le décès de son père. Il n'est pas extérieurement émotif. Il est trop bien entraîné pour cela, mais il est lourd. Pensif et calme, il parlait plus fort que le chagrin. Des sources proches ont révélé que William avait passé beaucoup de temps avec son père au cours des dernières semaines, conscient que la transition approchait, mais aucune préparation n'a atténué le choc. La relation entre Charles et William, bien que marquée par le formalisme et les attentes, s'était intensifiée ces dernières années. Ils avaient partagé leurs points de vue sur l'avenir de la monarchie et les causes environnementales, et avaient même évoqué la réduction de la taille de la famille royale, une mesure que William est désormais censé prendre. Mais ce lien plus profond a rendu la perte encore plus difficile. Et tandis que le monde pleurait Charles, Guillaume eut à peine le temps de souffler. Il devint du jour au lendemain le roi Guillaume V, un titre qu'il avait préparé sans jamais vraiment imaginer arriver si tôt. La tradition royale impose une transition rapide et harmonieuse. Le monarque ne meurt jamais. Le trône s'éteint tout simplement. Mais émotionnellement et psychologiquement, Guillaume se tenait encore au bord de la tombe de son père. Presque immédiatement, il fut chargé d'accueillir les chefs d'État, d'approuver les funérailles et de délivrer des messages nationaux de réconfort, des responsabilités qui laissaient peu de place au deuil privé. Et pourtant, il gérait tout cela avec le calme qui caractérisait Charles, suscitant des comparaisons entre les deux hommes et des rumeurs selon lesquelles le défunt roi avait bien préparé son fils. En privé, des conseillers affirment que Guillaume fut particulièrement ému par une lettre que Charles lui avait laissée. Dans celle-ci, le défunt monarque l'aurait exhorté à être plus courageux que la tradition, à écouter plus qu'il ne parle et à ne jamais perdre de vue les personnes au-delà des portes du palais. Ces mots reflétaient le style de leadership souvent mal compris de Charles, discret, engagé et profondément humain. Selon certaines sources, cette lettre est devenue la boussole de William ces premières semaines. L'absence flagrante du prince Harry a accentué la pression. Alors que beaucoup espéraient que le décès de Charles offrirait une chance de réconciliation, les interactions entre William et Harry restèrent tendues et brèves. Les frères n'ont été vus ensemble qu'une seule fois pendant le deuil, marchant silencieusement derrière le cercueil de leur père. Les observateurs ont remarqué l'espace physique qui les séparait. Ce n'était que quelques mètres, mais émotionnellement, cela semblait des kilomètres. William, désormais roi, ne pouvait se permettre de laisser sa douleur personnelle ternir son image publique. Pourtant, ses amis affirment que la tension avec Harry a été l'un des fardeaux émotionnels les plus lourds à porter après la mort de son père. Reconstruire cette relation, si tant est qu'elle se concrétise, demandera du temps et de la patience. Mais pour l'instant, Guillaume est ailleurs, et sa décision suivante a pris tout le monde au dépourvu. Mais quelle pourrait être la raison des premiers actes du roi Guillaume? Le mandat du nouveau roi. Quelques jours après le décès de son père, William fit sa première démarche publique. Il ne s'agissait ni d'un discours ni d'un salut depuis un balcon du palais. Il réunit des dirigeants, des scientifiques et des experts du climat, et présida un conseil de haut niveau sur le changement climatique. Avant que son œuvre ne devienne populaire, Charles alertait le monde sur le changement climatique, l'agriculture durable et les dommages causés à la nature. Dans les années 1980, on se moquait de lui pour avoir parlé aux plantes. Mais au final, il avait raison. William ne s'est pas arrêté là, ses autres premiers actes ayant été délibérément symboliques. Il a refusé les fanfares excessives du couronnement, réduit le nombre de membres de la famille royale en activité et demandé un modeste jardin commémoratif plutôt qu'une imposante statue pour son père.
Ces mesures montrent qu'il honore non seulement les valeurs de Charles, mais aussi qu'il réintroduit la monarchie auprès d'une génération moderne. Ses apparitions publiques sont également moins formelles et plus conviviales. Il a évoqué le deuil en termes personnels et a mis l'accent sur la résilience communautaire. Lors d'un moment improvisé, il a confié à un enfant sur un lieu de commémoration que son père lui manquait aussi, avant de déposer une rose blanche au sol. Ce geste n'a pas nécessité de communiqué de presse. La couronne est peut-être lourde, mais Guillaume semble déterminé à la porter différemment. Contrairement aux successions précédentes, celle-ci ne repose pas uniquement sur la tradition. Tout repose sur la transformation. Guillaume le comprend, et même s'il est encore en phase d'adaptation, ses premiers choix suggèrent un règne axé sur l'humanité et la réforme. Ce n'est pas le genre de roi auquel la Grande-Bretagne est habituée, mais c'est peut-être celui dont elle a besoin. Pour l'instant, Guillaume porte à la fois le chagrin d'un fils et le pouvoir d'un roi. Et à chaque pas qu'il fait, des réunions d'État aux visites scolaires, il redéfinit ce que représente la couronne, non seulement en droit, mais aussi en esprit. Le porteur de la couronne est inquiet. Mais que se passerait-il si Guillaume avait quelqu'un pour l'aider à porter le poids de sa couronne? Et à qui pourrait-il faire confiance? À l'avènement d'une nouvelle reine. Alors que tous les regards étaient braqués sur William alors qu'il prenait la relève de son père, une autre silhouette imposait silencieusement le respect en arrière-plan. Catherine, princesse de Galles, désormais reine consort. Mais ne vous laissez pas tromper par ce silence. En coulisses, Catherine est devenue la force stabilisatrice la plus importante de la monarchie. Dès le début, Catherine a compris sa mission de membre de la famille royale et de femme mariée à une institution définie par le spectacle et la survie. Elle a subi les mêmes étincelles qui ont autrefois poursuivi Diana dans les tunnels, le même regard scrutateur qui a terni le sourire de Meghan. Mais contrairement à ses prédécesseurs, Catherine joue la carte du long terme. Lorsque le roi Charles décéda et que la couronne passa à Guillaume, le rôle de Catherine changea instantanément. Elle n'était plus seulement une épouse, symbolisant l'avenir de la monarchie. Et avec cela, une montagne d'attentes nouvelles s'est formée. Elle devait paraître royale, tout en restant attachante. Elle devait soutenir son mari, tout en faisant preuve d'indépendance. Et pourtant, elle a su saisir l'instant présent. Lors des apparitions publiques qui ont suivi les funérailles du roi, Catherine portait le deuil non seulement par ses robes noires, mais aussi par son calme. Son regard trahissait son émotion, mais sa posture ne s'est jamais démentie. Un observateur a remarqué qu'elle était en deuil comme une reine en devenir. On le sent, mais elle ne le laisse jamais dominer la pièce. Mais c'est ce que l'on ne voit pas qui définit l'influence de Catherine. Elle est connue comme le pilier de William au sein du palais, la seule personne capable d'exprimer les dures vérités sans crainte. Lorsque la lettre du roi Charles, son appel à la réconciliation avec le prince Harry, a fait surface, c'est Catherine, selon un assistant du palais, qui a exhorté William à prendre une pause avant de répondre. Les conseils de Catherine ont du poids, car elle n'en cherche jamais le crédit. Elle ne divulgue rien à la presse. Elle n'écrit pas de mémoires et n'accorde pas d'interviews. Et dans un écosystème royal accro au drame, son silence est un acte de loyauté radicale. Mais ne vous y trompez pas, elle n'est pas passive. Au fil des ans, Catherine a forgé sa propre identité royale grâce à son travail dans le développement de la petite enfance, la défense de la santé mentale et l'éducation. Elle a transformé ce qui aurait pu être une simple cérémonie d'inauguration en un projet héritage. Ces initiatives ne font peut-être pas la une des journaux chaque semaine, mais elles perdurent et servent leurs objectifs. Au décès de la reine Élisabeth II, des rumeurs circulaient dans les cercles royaux selon lesquels Catherine pourrait enfin assumer un rôle plus important, non seulement aux côtés de William, mais au sein même de la monarchie. Et elle l'a fait discrètement. Catherine supervise désormais de nombreux efforts de modernisation de la maison royale, collaborant avec le personnel pour réduire les excès, rationaliser les interactions publiques et instaurer la confiance auprès des jeunes générations. Elle ne se contente pas de suivre les traces de la reine Élisabeth, elle les remodèle. Même dans l'opinion publique, Catherine est devenue un pont pour les traditionalistes. Elle incarne l'élégance, le contrôle et le devoir. Pour les plus jeunes, elle apparaît actuelle et chaleureuse. Et la presse, c'est la dernière membre de la famille royale contre laquelle ils savent qu'il ne faut pas parier. Ils ont essayé les rumeurs, les comparaisons et les critiques, mais rien ne tient, car Catherine ne joue jamais le jeu. Elle est majestueuse, mais proche des gens. Elle peut être douce tout en restant calme. Son expression est toujours mesurée, et vous ne la verrez probablement jamais s'ennuyer ou se sentir dépassée.
Il y a une intention dans chacun de ses discours, et elle soutient une cause. Et c'est peut-être pour cela qu'elle est devenue si essentielle au règne de Guillaume. Car s'il est le visage de la couronne, elle en est la colonne vertébrale. Leurs proches affirment que Catherine a déjà commencé à s'investir à huis clos, accueillant les visiteurs d'État, gérant les transitions de personnel et soutenant Guillaume alors qu'il jongle entre le dernier souhait du défunt roi de restaurer l'unité familiale et sa nouvelle réalité politique. Catherine écoute et guide, et elle le fait sans chercher à être reconnue, comme à son habitude. Alors que le monde parle de roi, de couronne et de frères en désaccord, Catherine joue la carte de la patience, de la précision et de la présence. La monarchie repose peut-être sur les épaules de Guillaume, mais elle marche de plus en plus du même pas que Catherine. Mais quelle est la place de Guillaume dans le cœur du peuple qu'il doit gouverner? Le prince du peuple? Il ne fait aucun doute que Guillaume est populaire. Les sondages montrent depuis des années que le public le perçoit comme un homme digne de confiance, stable et pragmatique. Il sourit plus qu'il ne gronde. Il ne provoque pas de scandale, mais choisit des causes qui tiennent à cœur. Mais popularité n'est pas toujours synonyme de pouvoir ou du réconfort. En ce moment, beaucoup attendent de William quelque chose de plus profond. Ils recherchent son leadership ferme, mais ils souhaitent aussi la bonté. Ils se souviennent de Diana. Ils se souviennent qu'on l'appelait la princesse du peuple. Et ils se demandent en silence, William peut-il être le prince du peuple? Certains pensent qu'il l'est déjà. Après tout, il a montré un profond amour pour sa famille. Il a pris la parole, accueilli chaleureusement les foules et poursuivi l'œuvre commencée par son père, notamment pour la protection de la planète. La passion du roi Charles pour l'environnement est l'un des héritages les plus marquants de Guillaume. Aujourd'hui, Guillaume perpétue ce message. Son prix Earthshot en est la preuve éclatante. C'est plus qu'un prix, c'est une mission. William souhaite trouver des solutions audacieuses et créatives aux problèmes majeurs de la planète, tels que l'énergie propre, la pollution plastique et le changement climatique. Ce ne sont plus des projets secondaires pour un prince, ce sont désormais des objectifs fondamentaux pour un futur roi. Les gens le remarquent. Ils s'en soucient. Et cela donne à de nombreux jeunes des raisons de croire que cette famille royale ne se contente pas de rester dans la tradition, mais se tourne vers l'avenir. Pourtant, rien de tout cela ne sera facile. William n'est plus seulement un mari ou un père. Il incarne une famille royale en pleine mutation. Le public est au courant du drame qui l'oppose à son frère. Ils voient le poids sur le visage de sa femme et comprennent que la vie n'est pas toujours paisible derrière les portes du palais. Mais ils savent aussi que William a traversé des moments difficiles par le passé. Il a évité le pire des guerres de la presse à scandale, se concentrant sur son travail. Et maintenant, la même force qui l'a aidé à surmonter ses chagrins doit l'aider à diriger une nation. Les critiques sont nombreuses, et il y en aura toujours. Mais l'espoir grandit aussi dans le cœur de beaucoup. Peut-être, William pourra-t-il apporter quelque chose de meilleur à la famille royale. Pas parfait, mais honnête, attentionné, moderne et proche du public, William n'a pas eu le temps de se reposer. Les jours qui ont suivi la mort de Charles ont été remplis de devoirs, de réunions et d'apparitions. Mais l'avenir exigera de lui davantage encore. Les gens veulent plus que des cérémonies et des sourires. Ils veulent du sens. Ils veulent la preuve que la monarchie peut encore compter. Et même si William n'a peut-être pas souhaité ce moment si tôt, il est arrivé. Et maintenant, il est à lui. La couronne repose peut-être encore sur la tête de quelqu'un d'autre, mais son avenir repose désormais sur lui. Le garçon qui marchait autrefois derrière le cercueil de sa mère mène désormais la famille royale vers un avenir bien différent du passé. Et des millions d'yeux, emplis de questions, de souvenirs et d'espoir, nous observent. Que pensez-vous du premier acte de Guillaume en tant que roi? Pensez-vous qu'il aurait dû faire autre chose? Partagez vos impressions dans les commentaires. N'oubliez pas d'aimer, de partager et de vous abonner pour en savoir plus. Cliquez également sur la vidéo suivante qui s'affiche à l'écran. Vous l'apprécierez.